pu profiter de cette coupure, bien manger. On était sur des échanges et des réflexions. Donc, je vais redonner le micro à Daniel. Et n'hésitez pas, comme ce matin, si vous voulez reprendre la parole, aborder des sujets qu'on n'a pas abordés et qui vous tiennent à cœur, faites signe et Alexandra fera circuler le micro au fil des demandes. Merci. Bon, alors donc je vais essayer de continuer un petit peu dans l'analyse du travail et de ce que peut représenter le télétravail à l'heure actuelle, en France particulièrement. Bon, on a terminé, je pense que vous n'avez pas oublié, sur la remise en question du lien de subordination. Moi, j'aurais bien aimé avoir votre sentiment sur la légitimité de cette remise en cause ou pas. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de syndicalistes, que le cœur du syndicalisme réside précisément dans l'ambiguïté de cette subordination qui est à la fois le moyen d'obliger l'employeur de protéger son salarié et le champ ouvert au syndicalisme pour essayer d'améliorer la situation du salarié subordonné en lui donnant de plus en plus de droits. Voilà, ça c'est un peu la position syndicale. Bon, mais sinon, en termes de réflexion plus générale, je me disais que ça serait peut-être intéressant de remettre un petit peu sur dans la réflexion la spécificité de la France par rapport à la question non pas de l'emploi, mais surtout du travail. Alors, je ne sais pas si vous êtes au fait des différentes analyses sociologiques ou même statistiques qui ont été réalisées et qui montrent qu'en France, il y a une spécificité du rapport au travail par rapport à d'autres pays et qu'on pourrait dire que le travail, plus qu'ailleurs, représente pour les Français un mode de réalisation de soi, un mode d'expression de soi qui n'est pas toujours présent dans d'autres pays et que le travail, alors ça c'est l'analyse d'un sociologue qui s'appelle Philippe Diribarne, est associé à l'idée en France de l'honneur. Il a écrit un bouquin qui s'appelle... comment il s'appelle ? Je sais qu'il y a le mot honneur dedans. Excusez-moi, parce que c'est le vin. J'ai bu trop de vin. Non, c'était du vin. Il y a du vin rouge, du vin blanc. La logique de l'honneur, voilà. Tu vois, vous voyez, quand on avoue ses fautes, ça marche toujours mieux. Bon, il a écrit un bouquin qui s'appelle La logique de l'honneur, qui est très intéressant parce qu'il a, avec son équipe, réalisé de nombreuses enquêtes dans différents pays, évidemment la France, mais aussi les Pays-Bas, les États-Unis, certains pays d'Afrique, certains pays d'Asie. Oui, je crois qu'essentiellement c'était ça. Et il a, les États-Unis évidemment, il a montré qu'en France, à la différence des autres pays, souvent il y avait la manifestation du fait que les salariés mettaient leur honneur dans le travail, alors que dans d'autres pays, il s'agit plutôt pour les personnes concernées d'un contrat. Le travail, c'est un contrat donc qu'ils ont avec leur employeur et qui stipule un certain type de travail, des conditions données de travail, et il revient au salarié de faire ce qu'on lui demande de faire sans avoir particulièrement d'état d'âme par rapport à ça. Et notamment les personnes que son équipe avait interviewées dans ces pays concernés par plus le contrat de travail qu'autre chose, les salariés disaient, bon, si mon employeur me dit fais ton boulot comme ci et comme ça, et que je pense qu'il y a des meilleures manières de le faire, finalement je me dis je ne vais pas me battre pour ça, c'est le problème de l'employeur, c'est lui qui aura un travail moins efficace ou de moindre qualité ou moins rentable, mais ce n'est pas mon problème. Alors que les salariés français disaient que ça leur coûtait énormément psychologiquement d'accepter d'effectuer un travail qui ne correspondait pas aux paramètres du métier, c'est-à-dire aux règles du métier, et qui définissait un travail de qualité, un travail susceptible de répondre
à la demande et qui était effectué selon les règles de l'art, et que dès lors qu'on demandait à un salarié de travailler pour d'autres objectifs de rentabilité, etc., c'était impossible à accepter parce que il y allait de l'honneur professionnel de la personne concernée. Voilà. C'est pour ça qu'il a appelé son livre La logique de l'honneur, et disait que le travail, ce n'était pas uniquement un contrat pour les Français, mais c'était aussi une mise en jeu de leur honneur professionnel, et que donc c'était quelque chose d'extrêmement important. Et il y a eu des enquêtes statistiques qui ont été menées par Dominique Méda et Lucie Davoine dans 27 pays européens, ou même à l'époque 28 pays européens, qui révélaient aussi, lorsqu'on leur demandait de répondre à un questionnaire, que en France, plus particulièrement que dans les autres pays, les Français disaient que ils considéraient que le travail était l'activité principale, la plus importante, celle à travers laquelle se réalisait l'identité de chacun. Alors il y avait deux registres, hein. Il y avait le travail, mais il y avait aussi la famille qui arrivait au bon plan du point de vue des Français. Et dans les autres pays, majoritairement, les gens mettaient en avant la religion, les arts, la santé, enfin bon, bref, d'autres éléments de la vie courante que le travail. Donc, on est dans un pays où le travail concentre énormément de cristallisation personnelle, identitaire, sociale, citoyenne, morale, et pas seulement économique. Et notamment, Philippe Diribarne et son équipe mettaient en évidence le fait que ça représentait pour les managers français un élément difficile à gérer. Et qu'il parlait de management interculturel, montrait que dans les entreprises internationales, multinationales, on ne gérait pas de la même façon en France et aux États-Unis, en Angleterre, au Sénégal, en Chine, qu'il y avait une spécificité française. Et on peut prolonger cette réflexion en mettant en évidence que dans la réalité historique, politique de la France, c'est vrai que le travail a joué un rôle très, très important, parce que la place, par exemple, du Parti communiste en France a été beaucoup plus importante que dans d'autres pays, et les questions d'emploi, de travail étaient effectivement un enjeu politique d'ampleur, puisque le Parti communiste était associé à l'idéologie de la lutte des classes qui passait par les entreprises. Donc il y a cette tradition particulière, de la même façon que je l'avais évoqué ce matin. 1968 a été un moment extrêmement important et particulièrement traumatisant pour le patronat français, parce que beaucoup plus que dans d'autres pays, ça s'était traduit par des grèves, des manifestations liées au travail. Donc ces 3 semaines de grève générale, la plus longue grève générale du XXe siècle. Même plus longue que pendant le Front populaire, avec occupation d'usines. Donc l'enjeu du travail, l'enjeu des entreprises est quelque chose qui est considéré comme extrêmement crucial en France, d'un point de vue politique, d'un point de vue syndical, d'un point de vue économique, même d'un point de vue culturel. Et ça, c'est une problématique qui s'impose au patronat français d'une manière donc plus forte, j'allais dire plus encombrante que dans d'autres pays, et qui explique particulièrement les dimensions offensives patronales qui jouent sur tous les registres d'autoritarisme, d'entreprise libérée, d'ouverture du marché du travail à autre chose qu'au salariat. Enfin bon, il y a un effort d'inventivité, de réactivité, d'adaptation, de résilience, comme je l'ai évoqué ce matin, très très fort du patronat français, parce que il est mis au défi, et il a le sentiment d'être beaucoup plus mis au défi par la population des travailleurs français que dans d'autres pays. Donc on est dans une logique plus conflictuelle, et en même temps
dans une logique où l'idéologie, le storytelling, la rhétorique patronale joue un rôle énorme, où il y a véritablement toutes ces preuves de bonne volonté patronale qui sont affichées, de désir de veiller au bien-être des salariés, d'assurer leur bonheur, qui complexifient pour les salariés français l'intelligibilité des modèles managériaux qui sont mis en place. Parce que d'un côté, le discours qui est tenu, c'est on vous aime, on veut votre bonheur, on veut votre bien-être, on vous fait confiance. Et de l'autre, il y a cette réalité d'organisation du travail qui reste très largement inspirée du taylorisme, avec des volontés de contrainte et de contrôle qui sont extrêmement fortes, beaucoup plus fortes que dans d'autres pays encore. Et donc, il y a ces tensions, ces contradictions, ces paradoxes qui sont au cœur de la modernisation managériale, qui font que les gens deviennent fous. Enfin, je caricature un peu, mais le modèle est très difficile à comprendre, et surtout qui doit être compris de façon individuelle et personnelle, parce qu'il y a cet éclatement, cette atomisation très 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 forte qui est systématiquement mise en œuvre par le patronat français. Donc on est dans une situation qui est particulièrement difficile en France, comparativement à d'autres pays, où il y a aussi une spécificité du syndicalisme français par rapport à d'autres pays, puisqu'on sait que le syndicalisme en France est un syndicalisme de... comment on appelle ça, de conviction, il y a un autre terme de... On choisit de se syndiquer ou pas? Oui, mais oui, bien sûr, ou même de la Belgique, ou d'autres pays, beaucoup d'autres pays, ou même aux États-Unis aussi, il y a des entreprises qui sont syndiquées ou non syndiquées, mais d'adhésion. Voilà, c'est ça. C'est un syndicalisme de militants, d'adhésion, de conviction, où il y a un très très faible niveau, puisque ça tourne autour de 7 à 8% au niveau national. Et si on enlève la fonction publique, c'est encore plus bas, hein, c'est 4-5%. Et si on prend la jeune génération, c'est encore beaucoup moindre. Donc un syndicalisme qui est numériquement peu important, même s'il pèse beaucoup dans la vie des relations professionnelles. Et puis un syndicalisme très éclaté, très divisé, avec un grand nombre de syndicats. Si on va, oui, la CFDT, la CGT, Solidaire, FO, la CGC, des syndicats autonomes. Enfin bon, c'est quand même par rapport au faible nombre. Pardon ? Oui. Ah ouais. Non, mais vous voyez, par rapport à ce faible nombre de syndiqués, c'est quand même une situation qui est à laquelle on devrait dire à vue de nez, il pèse de pas beaucoup, sauf qu'il pèse beaucoup dans l'opinion publique et dans le débat non seulement syndical mais politique. Il pèse d'un grand poids, mais c'est quand même, je pense qu'il y a une spécificité française, il y a une exception française, on peut le dire de ce point de vue-là, du point de vue du syndicalisme, du point de vue de l'importance qu'il a par rapport à son poids réel, de sa division, et puis surtout du point de vue de la place particulière, très particulière que prend le travail par rapport aux autres activités pour les membres de notre société. Parce qu'il y avait eu quelques questions ce matin sur, alors, quel est l'avenir du travail ? Voilà, à quoi on peut s'attendre ? Est-ce que le travail restera un enjeu central ? Ou est-ce que, il va être relativisé parce que l'automatisation, l'informatisation, l'intelligence artificielle vont se substituer, vont diminuer le nombre d'emplois disponibles. On pourra diminuer grandement la durée du travail. Quid du revenu universel ? Enfin, ça avait été évoqué ce matin. C'est des questions qui sont effectivement posées à juste titre, qui sont très d'actualité dans d'autres pays. Moi, je dirais qu'il faut relativiser l'urgence de ces questions, parce que je crois que si on s'intéressait plus au travail par rapport à l'emploi, on aurait la possibilité de voir différemment la manière dont doit s'aborder cette question. Notamment, si on s'intéresse au travail, ce que
entre parenthèses, les partis politiques et les syndicats ont assez peu fait depuis une centaine d'années, parce que les syndicats se sont beaucoup intéressés à la question de l'emploi, de sa stabilité, des salaires, des primes, toute la question... Bon, bref, toutes ces questions qui sont plus liées à l'emploi qu'au travail. Et donc, il y a une sorte de boîte noire qui existe de ce point de vue quant au travail, qui concerne aussi bien les partis de gauche que les syndicats. Mais je pense que si on s'intéressait plus au travail, on pourrait peut-être comprendre que de la manière dont est organisé le travail dépend le nombre d'emplois disponibles dans une société. Parce que ce à quoi on a assisté depuis une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, c'est malgré la réduction de la durée du travail, une intensification extrêmement forte du travail, une augmentation des objectifs individuels qui sont imposés aux salariés, une sorte d'exigence d'engagement total, de mobilisation forcenée au travail pour atteindre une rentabilité très forte, et que si ces exigences étaient moindres, bien, on pourrait imaginer qu'il y ait beaucoup plus d'emplois et que la manière dont est pratiqué le lean management, la lean production, qui veut dire dégraisser, qui veut dire le nombre d'emplois minimum, faire plus avec moins, quoi, faire réaliser plus de productivité, de rentabilité avec moins d'effectifs, ça désigne très très bien l'orientation qui est choisie. C'est-à-dire qu'on privilégie l'intensification du travail à l'augmentation du nombre d'emplois disponibles pour la population à la recherche d'un emploi, clairement. Donc le fait de ne pas regarder de très près la manière dont le travail est organisé, les objectifs qui y sont poursuivis, la charge de travail qui est assignée à chacun, fait qu'on ne contrôle pas du tout le nombre d'emplois disponibles dans notre société. Donc il y a vraiment un lien qu'on oublie vraiment fortement entre les enjeux d'organisation du travail et le nombre d'emplois disponibles dans notre société. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est que par rapport au revenu universel, par rapport à cette idée d'une diminution de la durée du travail, ce sont des éléments qui risquent de nouveau de mettre au second plan l'enjeu même de l'organisation du travail. Parce que si on a un revenu universel, un revenu de base ou un revenu citoyen ou un revenu minimum, enfin, quelle que soit la manière dont on aborde cette question ou on l'appréhende, ça va diffuser l'idée que le travail n'est que secondaire devient plus ou moins secondaire dans l'existence de chacun. C'est-à-dire qu'on pourra survivre puisqu'on a un revenu de base, un revenu minimum, un revenu d'existence, en se portant de temps à autre ou pour une durée limitée sur le marché du travail, que ça n'est pas complètement crucial, ça n'est pas déterminant dans les vies qu'on va mener. Ce sera un élément de la constitution du revenu d'une famille, mais pas le seul déterminant. Et du coup, ça va encore justifier légitimer la relégation au second plan des enjeux du travail. Moi, le revenu minimum, etc., je ne suis absolument pas contre si on maintient la possibilité de mettre au cœur du débat politique, économique et social la question, une fois de plus, du contenu du travail, de sa finalité, de son organisation. Mais le risque est grand si on met en avant cette idée de chacun peut s'en sortir et voir le travail comme un complément de survie ou de vie, où voilà, ça va délégitimer une critique forte du travail et une mobilisation générale sur cet enjeu. Donc, voilà, la durée du travail, réduire, c'est la même idée. C'est-à-dire que si on réduit à 32 heures, puis à 29 heures, comme le réclament certains, le travail sera un tout petit bout de la vie des gens, même si c'est un bout où on est maltraité, où on est injustement traité, où on ne fait pas ce qu'on devrait faire, où on n'a pas le choix d'intervenir en tant que professionnel sur la qualité de son travail, etc. On se dira, c'est pas grave, la vie, c'est pas ça, c'est comme un service militaire, c'est un moment où on s'expurge de soi-même et on se laisse guider par des autres, c'est pas grave puisque la vie, elle n'est pas là, la vie est ailleurs. Bon.
c'est grave parce que moi, c'est pas pour dire le travail doit être la seule finalité d'une société, doit être la seule préoccupation de chaque membre de notre société. C'est pas ça. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans 300 ans ou dans 1000 ans. Je ne sais pas du tout. Mais sociologiquement parlant, je peux vous dire que c'est un enjeu fondamental et pour l'instant, c'est lui qui régimente, qui régule tout le reste, y compris les identités, y compris la légitimité de la socialisation de chacun, la manière dont il prend pied dans la société, et que c'est un moyen partagé par tous, et c'est très important pour gagner des droits de citoyens, puisque le travail, c'est quelque chose qui est à la portée des hommes et des femmes, et en principe de tous les âges, à partir d'un certain âge jusqu'à un certain âge. Donc je pense, tant qu'on n'a pas trouvé, historiquement parlant, quelque chose qui soit capable de relayer cet enjeu et cette activité, et de pourvoir à la cohésion sociale et à cette idée que chacun peut participer de la pérennisation de sa société, tant qu'on n'aura pas renouvelé cette approche, qu'on n'aura pas inventé d'autres modalités d'être, de s'insérer dans la société et d'assurer sa pérennité de façon rationnelle par rapport aux exigences de notre planète, aux exigences des citoyens qui font cette société, je crois qu'il faut qu'on règle cette question de l'organisation du travail, du contenu, de la finalité du travail, et qu'on ne pourra pas la régler tant qu'on n'aura pas, alors là, je reboucle sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mis en question cette question ce lien de subordination au travail. Voilà. Mais je pense que nous devons considérer pas que nous agissons au regard de l'histoire de façon définitive. On ne sait pas ce qu'elle sera l'histoire dans plusieurs centaines d'années. Mais hic et nunc, maintenant, on voit ce que représente le travail, c'est-à-dire c'est un élément dominant dans notre démocratie. Moi, je sais qu'on a fait des enquêtes sur les entreprises qui fermaient dans les années 80, qui fermaient de façon insupportable pour les salariés parce que ça n'était pas justifié ni techniquement, ni économiquement par rapport au marché, mais c'était des logiques de contrats qui étaient passés entre des entreprises de pays différents qui faisaient des alliances, qui se régulaient, s'ajustaient les parts de marché, etc. etc. Eh bien, les résultats des enquêtes montraient que dans ces régions, dans ces endroits précis où des grandes entreprises avaient fermé de façon qui n'était pas justifiée, il y avait une montée en puissance très très forte lors des élections nationales de deux registres, celui de l'abstention et celui du vote Front National. Oui, mais c'est très important de faire le lien entre la démocratie politique et ce qui se passe en termes d'emploi, mais aussi de travail. C'est quelque chose qui est fondamental. Le travail, c'est un élément clé de la cohésion de notre société. C'est aussi un élément clé de son fonctionnement démocratique. Mais pour qu'il puisse se transformer véritablement en mode de cohésion et de démocratie, je crois qu'il faut accepter l'idée qu'il y a des choses fondamentales à changer, et à commencer par ce lien de subordination. Alors voilà, c'est ce que je souhaitais mettre en débat, mais si vous voulez que je parle d'autre chose, je pourrais parler d'autre chose. Bonjour. Une remarque et une question par rapport à la réflexion sur l'organisation du travail. J'ai bien peur qu'on n'en soit pas du tout là, dans la société française en général. Et d'autre part, je voudrais revenir sur cette notion de lutte des classes et avoir votre point de vue sur la pensée de Monique Pinson-Charlot, qui dit que la lutte des classes, elle existe bel et bien, mais que nous, on l'a perdue par rapport aux classes dominantes, donc les directions d'entreprise et les classes dominantes, la finance particulièrement. Merci. Mais c'est pas que Monique Pinson-Charlot qui le dit, c'est, comment il s'appelle, ce grand capitaliste américain qui disait la lutte de classe existe bien et nous l'avons gagnée. Comment ?
Je ne sais plus lequel, je savais bien son nom, mais je dois le détester tellement que j'ai oublié encore. Oui, enfin, c'est un grand capitaliste américain qui dit effectivement que la lutte des classes existe, mais nous l'avons gagnée. Et je pense que ça n'est pas... Non, 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 non. Il s'appelle pas Taylor. Non, il s'appelle pas Taylor. Non, attends. Comment? Ah non. Non, 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 non. Non, mais on va trouver. La lutte des classes existe et nous l'avons gagnée. Si vous mettez ça, vous allez le trouver. Bon. Et je crois qu'ils n'ont pas tort. Parce que, pourquoi notamment en France, hein, par l'élimination des collectifs, la mise en place de cette atomisation forcenée, de cette... Voilà, Warren Buffett, tout à fait, Warren Buffett, tout à fait, voilà. Lui, il le disait clairement. Mais l'individualisation, la personnalisation, la mise en concurrence des salariés avec les uns avec les autres, comment voulez-vous que ça forme une classe? Comment voulez-vous que ça forme une classe? Pardon? Vous avez l'air... Mais oui, non, mais c'est compliqué. Quand on a des gens qui sont atomisés, qui se croient les uns en concurrence avec les autres, je dis qu'ils se croient parce que de fait, ils sont exploités de la même manière. Hein, mais comment voulez-vous créer des modalités communes de lutte, notamment de lutte des classes? Donc ça, c'est... Mais la question de la lutte des classes, c'est aussi qu'elle n'a jamais porté sur l'organisation du travail. Et par définition, parce que la lutte des classes, c'était nous sommes contre l'exploitation de l'homme par l'homme, et donc nous voulons mettre un terme au salariat, nous voulons mettre un terme à l'organisation capitaliste du travail. Donc nous, les syndicats, notamment la CGT, qui sommes proches du Parti communiste, nous n'allons pas coopérer avec le patronat pour proposer des formes d'organisation du travail qui soient moins délétères pour les salariés, mais qui soient plus performantes, plus efficaces, plus productives. Donc voilà. Mais ça révèle, j'allais dire, la complexité de la posture syndicale. Mais elle est extrêmement complexe. Plus la modernisation managériale avance, alors il y a l'atomisation, l'individualisation, la personnalisation, mais plus elle qui pose la problématique, mais plus la modernisation avance, plus elle met à nu cette complexité, je trouve, de l'organisation syndicale. Parce que à quoi sert l'organisation syndicale? À limiter les injustices, à limiter les inégalités, à limiter l'inconfort au travail, la souffrance au travail. Donc c'est à faire éclore un système où on puisse exploiter dans des bonnes conditions. Non mais, je vais déclencher une hilarité. Mais vous, mais non mais, non mais, oui, mais je vais pas lâcher la parole comme ça. Hein. Je vais continuer de m'exprimer. Ouais. Moi, je pense que les syndicats ont un rôle absolument indispensable parce que c'est des révélateurs, c'est eux qui montrent, qui révèlent. Et notamment avec les CHSCT, ils le faisaient vraiment, vraiment, vraiment bien. Ils relevaient que la source du mal-être, c'est l'organisation du travail. Il faut changer d'organisation du travail. Mais en même temps, c'est vrai que il y a une complexité extrêmement réelle du positionnement, de la posture, de l'action syndicale. Hein. À quoi ça sert un syndicat? Moi, j'ai entendu, parce que moi, je travaille, je travaille, je veux dire, j'essaye dans la mesure du possible de coopérer avec les organisations syndicales, que ce soit FO, que ce soit Solidaire, que ce soit la CGT, que ce soit même parfois la CGC, la CFDT non, là il y a des limites, mais donc je prends très au sérieux, j'essaye véritablement, et plus je coopère avec eux, plus je prends la mesure de la complexité de leur action. J'ai entendu des délégués qui me disaient on est en train de se transformer en assistante sociale, par exemple, parce que on nous demande d'aller repérer les gens en souffrance, de les aider, etc. Alors, c'est vrai qu'en toile de fond, on dénonce l'organisation du travail, mais notre boulot, c'est d'aller aider les gens en souffrance, de les sortir de là, peut-être de dénoncer un manager, harceleur, des trucs comme ça. Mais finalement, c'est vrai que la dimension
militante syndicale, elle n'est pas donnée, elle n'est pas construite d'emblée. Elle est très compliquée. Et plus les syndicats se divisent, plus le management se modernise, etc., plus on voit la grande difficulté des organisations syndicales à se positionner. D'autant plus que, faut être réaliste, hein, s'il s'agit, et je pense que c'est indispensable, que les organisations du travail se mêlent de plus en plus d'organisations du travail. Elles le font maintenant. Elles ne le faisaient pas avant, hein, parce que donc les syndicats disaient c'est pas à nous d'aider c'est pas notre travail d'aider l'employeur à exploiter nos collègues, les salariés. Mais en même temps, ils disaient aussi, ils avaient une vision, parce que moi j'avais travaillé sur cet aspect-là, pourquoi les syndicats ne s'occupaient pas d'organisation du travail dans les années des 30 glorieuses. Vous savez, quand il y avait une détérioration, ce qu'on appelle maintenant de la qualité de la vie au travail. On ne disait pas ça avant, mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Les organisations syndicales n'essayaient pas de combattre l'origine de cette détérioration, mais montaient au créneau pour arracher des primes. Des primes. Mais oui, primes de toxicité, d'insalubrité, de travail de nuit, de travail en équipe, etc. Donc à chaque fois, il fallait un retour le plus important possible, une rétrocession, comme il disait, des profits vers les salaires ou vers les revenus sous forme de primes, et puis se battaient pour la réduction de la durée du travail, la stabilisation des emplois. Et leur argument, c'était de dire, in fine, quand on creusait la question avec eux, c'était de dire, nous, on a besoin d'une classe ouvrière homogène et unie. Voilà. Donc, si on demande des augmentations de salaire pour tout le monde, on a tout le monde derrière. Si on met le doigt dans l'organisation du travail, on va opposer certaines catégories les unes aux autres. Ben oui, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va s'occuper de ces questions-là? Sauf que maintenant, cette question-là, elle est devenue, à l'évidence, la préoccupation principale des salariés. Et on voit qu'elle détermine aussi le niveau de mobilisation possible, parce que si on pousse à une individualisation maximum, par exemple, si on pousse au développement du télétravail, du travail en coworking center, du flex office, etc., on voit vraiment que ça a des incidents extrêmement forts sur la capacité de mobilisation et d'opposition des salariés. Donc c'est véritablement extrêmement complexe. Alors, dans cette difficulté énorme et complexe à laquelle sont confronter les organisations syndicales, il me semble que remettre en question le lien de subordination, voilà, permettrait de non, mais tirer le fil de la pelote, tirer un fil, parce qu'à partir du moment où on conteste la légitimité, on montre tout ce que la subordination a d'insupportable, parce que dans des démocraties politiques comme celles qui sont les nôtres, nul ne peut appartenir à personne, nul ne peut être mis en situation d'obéissance absolue à l'égard de personne. C'est pas quelque chose qui est compatible avec nos démocraties politiques. Mais on a quatre. Voilà. Parce que après on va tirer le fil sans vouloir le perdre. Si j'ai Béatrice, j'ai Manu, j'ai Alex, j'ai Jérôme. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? A priori non, pas pour le moment. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à ma fille qui est étudiante et qui illustre totalement la situation de la nouvelle génération par rapport aux liens de subordination et au travail et par rapport au télétravail. Ah, pardon. Donc, ma fille est l'image de ce que vous racontiez, c'est-à-dire donc elle fait sa dernière année de master, hein, elle a décroché un contrat pro en alternance. Et elle est à Lille, et son employeur est à Paris. Et donc, il lui a expliqué qu'elle pourrait travailler en télétravail, venir 1 ou 2 jours de temps en temps à Paris quand ça serait nécessaire. Et ma fille a décidé de travailler pour ne pas être seule à son école ou en espace de coworking. Et elle me demande mon avis sur son contrat de travail. Et elle m'envoie la feuille du CERFA du contrat pro pour la prime de l'État à l'entreprise, où il y a marqué quelques informations sur son travail. Et je lui dis, mais ça, c'est pas un contrat de travail. C'est un CERFA qui dit que ton employeur aura une aide. Et le contrat, il est où? Elle n'en a pas. Elle a commencé. Je lui dis, explique-lui que s'il ne fait pas un contrat, c'est un CDI d'office.
Et là, elle me dit, et je lui dis, et puis et demande à l'employeur, en télétravail, qu'est-ce qu'il y aura marqué dans ton contrat sur ton lieu de travail ? Puisque tu n'es ni à Paris, ni à Lille, entre deux. Et elle me dit, je ne sais pas. Alors je lui explique l'histoire d'un accord d'entreprise. Elle me dit, mais ça veut dire quoi ça ? Il y a un accord d'entreprise entre qui et qui ? Entre les syndicats représentants, l'employeur, etc. Donc elle me dit, mais on ne m'a jamais expliqué ça. On ne m'a jamais expliqué le contrat de travail. Mais qu'est-ce que c'est cette éducation où on n'explique jamais aux enfants comment ils vont avoir un contrat de travail, ce qu'est un accord d'entreprise, où est-ce qu'ils vont travailler. Et je dis, mais si ton employeur te marque dans le contrat que tu travailles à Paris, qu'est-ce qui l'empêche de lui dire de venir à Paris tous les jours ? Et donc, elle me dit, vous savez beaucoup d'informations, comment je vais tourner ça ? Bon, bref. Ils vont lui faire un contrat. Mais elle m'explique tout ça et elle me dit aussi, je vais aller faire du coworking, tout ce que vous avez dit. Et puis moi, elles ont une vision très nordique. Ils sont plus dans ce que vous disiez, l'évolution des autres pays. Un contrat, c'est qu'un contrat de travail, même s'ils sont à un niveau... Mon neveu, c'est pareil, tous les jeunes autour de moi. Le travail, c'est devenu moins important que pour nos générations, je pense. Et ils le voient de manière beaucoup plus contractuelle. Et ils se voient bien partir ailleurs si ça ne leur convient pas, quoi. Mais pour eux, ce n'est pas un souci, dans le sens que, et c'était ma conclusion qui allait peut-être vous choquer, qu'ils sont très évolués, ils sont très dans les réseaux sociaux d'influence. Si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je m'en vais, ou si je ne suis pas d'accord, je vais parler sur un réseau social, je vais dénoncer en tant que consommateur, ou je vais faire une action pour ne pas faire ci ou pas faire ça. Et de toute façon, on ne sait pas où sera la planète dans 10 ans. Et là, elle me dit, de toute façon, les jeunes autour de moi, ils me disent qu'ils sont pour, ça va vous choquer, moi ça m'a choqué, mais j'essaye d'assimiler, qu'ils pensent que le monde, ça sera la dictature verte dans quelques années. Voilà, donc c'était pour vous dire qu'eux, ils croient à ça, qu'ils vont être des dictateurs verts. Oui, alors c'est un peu dur de revenir en arrière, je reviens longuement en arrière, parce que j'ai un désaccord en fait sur quelque chose qui a été dit sur, en gros, les organisations syndicales ne s'occupent pas des organisations du travail, etc. C'est pas. Alors, je pense que c'est pas tout à fait ça. Pourquoi ? Parce que ce qui est, je pense, la priorité pour les organisations syndicales, c'est de transformer la société, c'est de lutter contre le capitalisme. En tout cas, c'est l'objet de notre organisation syndicale, par exemple. C'est un syndicat de lutte, de transformation sociale. Transformer la société, ce serait transformer aussi le monde du travail. Et donc, si on met le doigt dans... il faut qu'on lutte contre les organisations du travail. Quelque part, c'est accepté. C'est un raisonnement, je pense, de la social-démocratie qui ne me convient pas. C'est-à-dire, en gros, c'est un monde qui est indépassable. On n'arrivera pas à le dépasser. Et donc, il faut qu'on l'accommode, il faut qu'on en atténue les effets. Et ça ne me convient pas dans la logique. Un peu comme sur les logiques... alors, c'est mon point de vue, hein, ne me tapez pas tous dessus. Mais les Verts... qui mènent une lutte écologiste, si ils ne mènent pas une lutte anticapitaliste, ça ne marchera jamais, parce qu'ils ne remettent pas en cause fondamentalement le système capitaliste qui détruit tout notre système, toute l'écologie. Voilà. Et donc, si on mène ces luttes de transformation sociale, c'est là qu'on va pouvoir y arriver. Donc, pour en revenir sur le monde du travail, c'est un peu ça aussi, cette logique. Il faut aller plus fort pour pouvoir y arriver. Alors maintenant... J'ai conscience d'une chose, hein. On est de plus en plus isolé par rapport par rapport aux idées, par rapport à cette orientation-là, on est extrêmement minoritaire. Hein. Je disais tout à l'heure, on met deux syndicalistes dans une cabine téléphonique, on est capable de créer deux tendances. C'est une réalité, malheureusement, mais c'est... Voilà. Mais en tout cas,
sur ce raisonnement-là, je pense quelque chose qui, moi, me gêne parce qu'il y a une acceptation, et ça me gêne parce que je ne l'accepte pas. Ouais, alors je peux répondre directement parce que vraiment, l'histoire montre que le combat anticapitaliste peut ne rien changer à l'organisation du travail. Lénine a introduit le taylorisme dans l'Union soviétique des années 20 en disant il n'y a pas à combattre cette forme d'organisation du travail. Elle est rationnelle, elle est scientifique. Ce qui est contestable, c'est ensuite la répartition des profits, la répartition des richesses produites grâce à cette organisation du travail rationnelle. Et c'est là que nous devons mener la lutte, et c'est là que l'anticapitalisme va se manifester, et c'est là que le communisme s'affirme. Et Staline a repris cette logique, et on est abouti au stakhanovisme, où on voyait se développer des formes d'organisation du travail qui étaient largement inspirées du taylorisme. Donc on peut avoir l'inverse de ce que vous dénoncez à juste titre, mais qui est un combat anticapitaliste qui fait vivre le taylorisme, une organisation du travail conçue selon les principes de Taylor, qui avait permis au capitalisme occidental de se développer, de progresser et d'être aussi riche. En Chine non plus, il n'y a pas eu des... Et le drame, si vous voulez, pour les organisations syndicales, c'est qu'il n'y a pas de modèle alternatif dans le monde. Comment est-ce qu'on peut... Mais il n'y a pas d'organisation du travail qui soit inspirée d'autres logiques que ces logiques tayloriennes, reformulées, relookées, voilà, disruptées, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple dont peuvent s'inspirer les syndicats pour dire nous allons promouvoir cette forme. Et puis, voilà, l'anticapitalisme n'a pas réussi non plus. Je crois que l'échec, l'effondrement du mur de Berlin, etc., c'est aussi un échec fondamental de tous les espoirs de remise en question du capitalisme. Donc c'est de tout ça dont nous avons hérité, c'est de tout ça dont ont hérité les organisations syndicales. Donc c'est vraiment difficile. Et moi, je pense qu'un des moyens de sortir de tout ça, alors, c'est vraiment quelque chose qui est, à mon avis, fondamental, parce que ça peut, au niveau idéologique aussi, être très révélateur de l'hypocrisie capitaliste et de cette fondamentale injustice de considérer que lorsqu'on travaille, on est un être inférieur. Voilà. Quand Sophie Binet disait « c'est pas parce qu'on est subordonné qu'on n'a pas des droits », je lui ai dit, et je pense franchement que j'ai raison, on ne peut pas parler à la fois de travail émancipateur et subordonné. C'est un oxymore insupportable. On ne peut pas. Voilà. Donc si nous voulons mener des luttes, c'est avec des gens qui ne sont pas dans un statut de subordonné. Voilà. Et je crois que c'est fondamental. On peut y arriver. Vous savez, quand on a changé les règles du mariage, la femme ne doit plus obéir au mari, il n'y a plus un chef de famille, deux chefs de famille. Les gens disaient, mais c'est pas impensable avant, c'est pas possible, la société va pas y résister, les familles vont être complètement déstabilisées, c'est impensable. Il ne peut pas y avoir deux chefs de famille, puis une femme ne peut pas avoir les mêmes droits qu'un homme. C'est pas possible. Eh bien si, et ça a changé bien des choses quand même, non? Non, enfin, moi je pense que ça a changé quand même bien des choses. Voilà, bon. Donc, je pense que faire sourd... Non, c'est pas encore abouti. Non, mais ça a ouvert le chemin. Ça a ouvert un chemin. Et si on veut ouvrir un chemin au sein de ces entreprises capitalistes, à mon avis, faire sauter le verrou la subordination qui n'a aucune légitimité dans une démocratie politique, c'est complètement contre nature, c'est complètement indéfendable. Il parle d'archaïsme. Quand il parle des pensées communistes, tous les gens de droite et d'extrême droite et du patronat disent que c'est des archaïsmes. Le véritable archaïsme, il est là, dans la subordination. Qu'est-ce que c'est que de dire on a des populations entières qui sont subordonnées à leur chef, de chef en chef, tout simplement parce que ce sont des professionnels compétents qui veulent gagner leur vie et produire de quoi faire fonctionner la société. C'est quand même aberrant, non ? Si vous voulez, pour prendre un exemple que je trouve intéressant, c'est que quand même la Pologne a perdu son président de la République et je ne sais plus qui, enfin une moitié du gouvernement, parce que le commandant de bord a été obligé d'obéir au président de la République qui a dit, lorsque le commandant de bord a dit il est impossible d'atterrir parce que les vents sont contraires, parce qu'il y aura une tourmente, etc., le président a dit non, c'est les Russes qui nous disent ça pour pas qu'on atterrisse, et il a dit non, le commandant de bord, c'est une réalité, c'est moi qui décide de la réalité, a dit le président. Les derniers mots, tchouk, voilà, il n'y a plus personne. Bon, voilà.
Non, mais le problème de la subordination et de l'obéissance au travail, c'est quelque chose de fondamental. Fondamental. Allez. Alors moi, je vais prendre l'exemple de Rosa Luxembourg qui dit que si on ne bouge pas, on ne peut pas sentir le poids de ses chaînes. Et donc moi, je pense qu'on a tout intérêt à justement se questionner et à se mobiliser pour transformer la société. Moi, je crois au contraire, alors c'est vrai qu'il y a une désaffection des organisations syndicales parce qu'on n'a pas su montrer qu'il était possible de travailler différemment, de travailler autrement et de casser ce lien de subordination. C'est comme la gauche, hein, il y a eu une explosion de la gauche, on a une explosion du mouvement syndical et de la croyance, et on se rabat sur des mouvements sociaux. On a le mouvement féministe qui reprend de l'ampleur. À l'heure actuelle, il en a bien besoin et il faut se mobiliser pour le droit à l'avortement dès le 25 septembre, qui est en danger. C'est aussi les mouvements antiracistes. Et on montre, par ce biais-là, je pense aussi que le mouvement syndical doit s'imbriquer dans ces combats sociaux. Parce que le mouvement antiraciste, comme les femmes de ménage à l'Ibis, Batignolles, est un exemple de l'organisation du travail, de la domination capitaliste sur, du coup, les plus faibles, sur lesquels on doit renverser, du coup, le pouvoir. Et donc, je pense que c'est à nous aussi, syndicalistes, de reprendre la fameuse double besogne. On est là, en effet, pour préserver les droits, les conquis sociaux et de pouvoir préserver la santé au travail dans l'état actuel des choses, mais aussi insuffler un souffle nouveau avec le nouveau statut du salarié, avec la sécurité sociale professionnelle qui permettent de garantir une évolution et une émancipation du salarié et du travailleur et de la travailleuse tout au long de son parcours professionnel. Et c'est vrai que c'est aussi notre responsabilité. Mais moi, je crois beaucoup en la jeunesse. Ce matin, quand on venait, il y avait France Inter qui parlait du rapport sur la jeunesse. Et la jeunesse, elle est hyper inquiète parce qu'elle doit payer la dette. Mais c'est pas à nous de payer la dette, bon sang de bonsoir. C'est à ceux qui créent le désordre. Et le désordre, c'est pas à nous. Et je pense que du coup, il y a tout ce travail-là à reprendre. Je pense que le plan de rupture qui est initié par les organisations syndicales et les mouvements sociaux, avec ATTAC, avec Copernic, avec la FSU, la CGT, avec la Confédération paysanne aussi, pour le bien manger, l'alimentation saine, permet de pouvoir se réinterroger et de remettre l'organisation du travail, l'organisation de la consommation, l'organisation de la santé. Parce que là, on a beaucoup de débats sur la vaccination et le pass sanitaire, mais il serait intéressant de parler de la politique de la santé en France, qui n'est pas une politique de la santé ni de la prévention, c'est une politique de la destruction de la santé des habitants et des habitantes. Et donc, de pouvoir refaire ces lieux d'agora, de débat, de disputes saines qui nous permettent du coup de pouvoir reconstruire des possibles et de pouvoir fomenter et bouger à ce moment-là le lien de subordination et passer sur l'engagement de pouvoir travailler, s'émanciper et donner sens à notre travail. Alors, il y a Jérôme, et après, j'ai cru comprendre que Manu avait des... Je me prépare, je demande les signatures. D'accord. Juste intervenir, vous évoquiez l'atomisation et l'individualisation. Effectivement, le télétravail, il est 100% là-dedans. Et la politique salariale menée par notre établissement, avec 80% de son personnel, je parlais de Pôle emploi, mais 80 ou 90% de son personnel en statut public, avec une évolution individuelle liée à la subordination, puisque ce sont les responsables... privé, pardon. J'ai dit public. Privé, 80% privé. Et lié en fait avec l'attribution en fait, de la rémunération au mérite, s'il y en est, ou en tout cas... aussi à la gueule du client, on va le dire comme ça, et au copinage, peut mener effectivement à cette destruction des classes. Si vous faites aujourd'hui un mouvement social, même si la direction, elle le craint toujours, et heureusement qu'elle le craint toujours, mais si vous faites 15%, elle rigole par contre. Voilà, et c'est ce qui nous arrive fréquemment. Sur la subordination, le problème, elle est lié au contrat de travail, je pense, déjà au départ. Et dans ce contrat de travail, il y a toute une hiérarchie qui est instaurée. C'est-à-dire, vous êtes employé, cadre, ou ce que vous voulez. Et du coup, on vous donne un des barreaux de l'échelle. Et les classifications aussi sont là avec des barreaux d'échelle à grimper, on va le dire comme ça, ou pas. Et alors bien sûr, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui commencent à déchanter. Nous, on est une vieille institution, mais on est aussi très jeune avec ces classifications, puisqu'elles sont sur 2010, et la dernière, là, elles viennent rentrer en vigueur, qu'elles soient pour les agents publics. Mais
bien des gens maintenant disent ben, laisse tomber la rému, laisse tomber cette promo, laisse tomber ça, et effectivement, arrête de vouloir aller toujours plus haut, parce qu'il y a aussi l'épuisement au travail, il y a la fatigue, il y a l'âge, il y a voilà, l'ambition qui varie avec des priorités qui sont différentes dans la vie, la famille, les enfants ou autres. Et du coup, ça met en difficulté le management aussi, puisque notre principe de management en interne, ici, chez nous en tout cas, il est sur l'évolution et pousse à la production. Donc du coup, si l'agent dit, ben moi, ton entretien périodique annuel, j'en veux pas, ça me gêne pas, ta promo, c'est pas grave, ben, du coup, le manager, il sait plus quoi faire aussi. Il se dit, par quel moyen, par quelle ficelle je vais pouvoir tirer pour aller plus haut dans la production et pour amener plus haut sur cette production. Vous parlez aussi des CHSCT, maintenant c'est une C2SCT, c'est un CSE qui est l'instance, on va dire, reine en région. On a eu encore hier une réunion exceptionnelle sur une détresse d'un agent. Voilà. Bon, je ne dirai pas plus loin sur ça. L'agent exprime une détresse. 5 organisations syndicales autour de la table, une seule s'exprime, la nôtre. Un cadre. Je ne parle pas de, j'allais dire, de la petite fourmi. Voilà, on parle d'un cadre. La CGC, syndicat des cadres. Pas un mot. Mais alors quand je vous dis pas un mot, pas un mot. Voilà. L'établissement a une vision de la situation qui est, il n'est pas content, il est ci, il est mis. Mais c'est tout. On n'entend que la direction et notre organisation syndicale venir au débat sur ce que vous allez faire de cet agent, qu'est-ce qui va en devenir, qu'est-ce que vous avez mis en place avant, qu'est-ce que vous allez mettre en place après. Voilà. Et pourtant, voilà. Sur la position d'une organisation syndicale, on est de plus en plus en difficulté. Et je pense que si toutes les organisations se regardent sincèrement, bien sûr, parce que le télétravail, ça va nous demander demain matin de nous réinventer dans notre façon de communiquer, dans notre façon d'agir. Avant, vous alliez sur un site rencontrer les salariés, sur un site de production, pour parler comme ça, vous rencontriez 80% de la population qui y produit. Au jour d'aujourd'hui, si vous rencontrez 30% de l'effectif, c'est beaucoup. Parce qu'il y a le télétravail, tout simplement. Voilà. Donc du coup, l'action syndicale au quotidien, elle est vraiment en difficulté. Et on le voit. Et le fait de notre établissement et de sa politique salariale et de subordination qu'il mène actuellement nous met en difficulté. Vous prenez l'histoire des primes. On a eu les primes Covid là, récemment. Ben, ça a fait quoi? Vous distribuez... Ouais, on n'en a pas eu, j'entends derrière moi. Voilà, c'est exactement... Et vous savez à qui elles ont été distribuées, ces primes? 80% de ces primes ont été distribuées au management. Eh oui, elle a été distribuée à 80% au management. Parce que c'est le premier maillon pour le chef d'établissement, pour l'appeler comme ça. Pour le patron, c'est son premier engrenage. Donc il distribue à lui en le surmotivant. Mais lui aussi, il va faire comme tout le monde. Au bout d'un moment, il va craquer. Et au bout d'un moment, il va plus y croire. Et donc, du coup, il n'arrivera plus à passer le message jusqu'en bas. Mais là, vous distribuez, et notre établissement ne fait que distribuer de la prime et de la primette. Voilà. Et fait marcher les gens à la prime et à la primette. Si tu ne viens pas me voir en entretien, sache que je ne t'appellerai pas pour la promotion. Voilà. Et ça ne fonctionne que comme ça. Et ce lien de subordination, il est exactement là-dessus. Alors, peut-être qu'il faudrait revoir le travail dans sa globalité avec le contrat, avec la position de chacun et sur la production. Mais vous savez, il y a eu des tentatives chez nous où l'autoplanification, ben, ils ont peur. Hein. Et ils ont vraiment peur. Parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir délivrer un service. Sauf qu'il y a quand même la conscience professionnelle et qui vient se mettre en place là-dedans. Et un agent, je suis désolé, mais qui est présent sur son site, accueillera un usager. Qu'il soit planifié ou pas planifié, il ne va pas le laisser à la porte. Voilà, merci. Il y a donc Manu et après il y a Stéphane. Et il y a qui? Ah, j'ai Facebook. Oui, ça c'est oui. A priori c'est. Oui, donc justement, enfin, en parlant de Facebook, c'est Book et Émissaire à qui on a posé la question, voulez-vous vraiment poser cette question? Donc il a précisé oui. Donc voici donc du coup sa question. C'est lien de subordination et obligation vaccinale. 2 points. Où sont les syndicats? Petite précision. La personne m'a demandé de préciser qu'il a bien conscience que c'est polémique, mais ça pose question sur la dimension passe sanitaire et sanctions de suspension. C'est un débat de votre instance nationale syndicale.
Vous avez parlé ce matin des lieux de débat. Je crois qu'Alexandra l'a repris, Jérôme aussi. Aujourd'hui, ce qui est difficile pour nous et pour les organisations syndicales et pour les militants, c'est via le télétravail. Jérôme a commencé à aborder ça. C'est qu'on avait les anciennes de l'ANPE et je sais pas, on avait des réunions de service le jeudi sur lesquelles, entre guillemets, on s'exprimait. On pouvait s'exprimer de manière un peu moins subordonnée. Déjà, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Aujourd'hui, le télétravail nous a enlevé encore cette dernière cartouche où on pouvait s'exprimer. Pour aujourd'hui, du fait du télétravail, du fait de l'utilisation de la crise, du fait des locaux, ils utilisent les réunions de service uniquement par Teams ou Skype, alors qu'on est dans les locaux, pour éviter qu'on puisse échanger, débattre, et que les adhérents du SNU notamment puissent contrarier, entre guillemets, la direction. Parce qu'ils ont de plus en plus peur de ces réunions de service, ils ont de plus en plus peur de la démotivation des collègues, et je pense que Jérôme en a parlé là-dessus, et ça leur ferait peur. Et au niveau du télétravail, quand ils nous autorisent, moi je suis un acharné, je vous dis clairement, de la lutte pour ne pas avoir du télétravail le jeudi, tout simplement parce qu'au-delà de ça, le jeudi, c'était notre réunion de service, mais c'est aussi le maintien d'un nombre d'agents dans les locaux qui fait que les locaux ne baisseront peut-être pas en termes de nombre. Mais aujourd'hui, c'est la manière de s'exprimer. Et aujourd'hui, vous l'avez abordé ce matin, des lieux de débat, on en a où? Donc, ce que dit Jérôme, c'est très important, c'est comment nous et le SNU, on va se réinventer très très rapidement pour que nos collègues, etc. Je me souviens d'un débat il y a 2-3 mois pour que les collègues... il y avait un collègue qui disait je ne suis pas d'accord pour que aujourd'hui ce débat soit retransmis sur Facebook Live. Tiens, donc comme quoi on peut changer, puisque c'était un peu engueulé avec Alex là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il faut se réinventer, parce que moi j'avais dit à un moment on vient plus, et on fait plus les kilomètres. En plus ceux du Gard aujourd'hui, dommage. Mais voilà, donc je pense qu'il faut vite se réinventer, et vite se réinventer face à la direction, puisque vous avez dit ce matin, là, ils évoluent entre guillemets beaucoup plus vite que nous, et je pense qu'il va falloir vite remettre du débat, et le débat via le télétravail, c'est très très compliqué. Et moi, je le vois aujourd'hui, quand on fait des visites, ce que dit Jérôme, c'est très compliqué de rencontrer à la fois les collègues sur site et le télétravail. Voilà. Alors, il y a 2 interventions. Il y a Alex et il y a l'autre collègue, Daniel, et de nouveau Manu. Est-ce qu'on fait, suite à ces premières interventions, une salle de réponse, Daniel, et on reprend? Et on te repasse la parole après, Alex, ça va bien, parce qu'il y a 3 personnes inscrites. Suite à la salle alors, moi, j'avais déjà répondu à une. Moi, je n'ai pas à répondre parce que je suis totalement d'accord avec toutes ces questions qui avaient été... ces commentaires, plutôt ces analyses. Moi, je les reprends tout à fait. Comment faire réinventer un lieu de débat et des contenus de débat à partir du moment où les gens sont de plus en plus en télétravail. Donc, trouver des solutions du style pas le jeudi, par exemple, ça me paraît extrêmement intéressant et cohérent et logique. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit, ce qui a été dit aussi. Alors, la question qui était posée tout à l'heure sur la démocratie du pass sanitaire, je pense que les choses sont déjà assez compliquées quand on s'intéresse à l'organisation du travail, au rôle des syndicats, à la démocratie dans l'entreprise, à la légitimité du lien de subordination, pour ne pas rajouter en complexité et accepter... moi, je vois... C'est intéressant de se poser ces questions, d'accord, mais c'est la même chose que de parler du revenu universel, de la réduction de la durée du travail, est-ce que nous sommes véritables... Enfin, la question qui est posée, c'est de dire, vous dites que la subordination n'est pas compatible avec la démocratie. Moi, je vous dis qu'on n'est pas en démocratie à cause du pass sanitaire. Bon, mais je pense qu'on est quand même capable d'isoler ce qui est fondamental à l'heure actuelle. Ce qui est fondamental, effectivement, ce sont les véritables éléments de démocratie sur lesquels nous nous accordons, sur lesquels il y a vraiment un accord et que la cohésion se forme, et qu'à partir de cet ensemble-là, on peut questionner la subordination. De savoir est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la maille de la démocratie, c'est une question autre, à mon avis, qu'on peut se poser, mais peut-être
pas, et probablement pas dans cette journée-là, où nous nous focalisons sur syndicalisme, télétravail, mobilisation, organisation du travail. Là, il apparaît que la subordination pose problème. Alors après, on peut tergiverser, on peut pinailler, mais je crois que c'est dommage. Et qu'il nous faut essayer d'aborder les problèmes de front et de voir quels sont les combats principaux, les préoccupations principales. Voilà, je trouve que c'est admirable que des gens aient décidé de se déplacer malgré les intempéries, malgré le pass sanitaire, malgré les kilomètres à faire, etc., pour essayer de réfléchir ensemble sur l'avenir du syndicalisme, l'avenir du travail à Pôle emploi, compte tenu de ce qui se préfigure avec une mise en concurrence encore plus systématique des salariés, des agents les uns avec les autres, avec le télétravail qui va être un moyen de diffusion généralisée des pratiques de Pôle emploi. Bon, je crois que c'est extrêmement courageux. Il ne faut pas compliquer une situation qui l'est déjà largement. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, voilà. Bon. On peut reprendre du coup. C'est Alex, c'est à toi. Après, c'est Pierre. Il y avait 2 Facebook. Ouais. On a 2 commentateurs là, Facebook. Il y a Alex, il y a la collègue, et après Manu pour Facebook. Moi, je voulais revenir sur le télétravail sauce pour l'emploi. Donc, c'est vrai qu'on a vécu pendant 1 an et demi une situation exceptionnelle avec du télétravail imposé à grande échelle du fait du contexte sanitaire. Alors, on avait un accord QVT à 80% orienté télétravail qui avait permis de lancer un petit peu la machine de cette nouvelle organisation du travail. Et là, on arrive avec une charte peut-être du télétravail, et en tout cas un accord télétravail pour les agents de droit privé qui va se mettre en place au 1er janvier 2022. Et à peine on crée un accord télétravail que l'établissement nous sort une expérimentation pour sortir du cadre de l'accord du télétravail, du cadre général. Et cette expérimentation, au lieu de nous mettre du débat sur le métier, elle nous met du débat sur ce qui va nous diviser, ce qu'adore le patron. Donc bien évidemment, il nous dit, attendez, vous allez vous réunir, vos collectifs de travail, pour décider entre vous qui était indispensable de venir travailler physiquement en agence, ou en service, par ailleurs. C'est mon côté exalté. Du coup, ouais, c'est un joke avec Yolande. Bon, voilà, quoi. Du coup, c'est fait pour nous diviser encore plus. C'est une manière encore de diviser les agents sur la question du télétravail. Est-ce que les collègues en nouveau suivi n'ont pas vocation à être en télétravail 4 jours par semaine, alors que celui qui est en global devra y être tous les jours, lui, au boulot? Est-ce que l'agent GDD est indispensable sur son site? Est-ce que le CDE a vocation à être sur l'agence, quand il n'a pas un hashtag Tom à faire? Et le patron, qu'est-ce qu'il a fait? Mais royal, il utilise encore une arme qui est vendue comme étant un atout pour nous, pour encore plus nous diviser et nous opposer. C'est merveilleux. Et cette expérimentation, c'est véritablement un piège à con. Il n'y a pas d'autre expression. Parce qu'on va nous-mêmes décider de qui va être indispensable, qui ne va pas l'être, qui on va exclure, qui on va oublier, qui va être atomisé. Et là, sans débat sur réellement le contenu de nos métiers, nos missions, nos services, pourquoi on est en agence, pourquoi on est en structure, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on doit rendre comme service ou répondre à quels besoins. Et du coup, là où on pouvait se dire que l'expérimentation nous permettrait de remettre un petit peu de débat sur le travail, l'employeur nous l'enlève encore une fois et nous met uniquement la modalité technique de dire « mais c'est pour ton bien, c'est pour ton choix, c'est pour l'équilibre de ta vie professionnelle et professionnelle ». Quand après, derrière, il empêche les collègues de bouger géographiquement, on a l'impression d'être en entretien d'embauche. Quand il empêche les femmes d'accéder au poste de cadre, parce que la temporalité, la disponibilité est mise à un tel niveau que bon nombre de femmes ne peuvent pas y répondre. Quand à Pôle emploi Occitanie, avec 25 ans d'ancienneté, on ne peut plus progresser parce qu'on est trop vieux, on est ringard. On est archaïque, on n'est pas moderne. Et tout ça, en fait, on ne l'a pas dans les débats. Et cette expérimentation de télétravail, du coup, est encore un coup porté à l'opposition des différents emplois au sein de notre établissement, de notre direction d'établissement. Bon. Hein? Qu'est-ce que je dis, moi, après? Hein? Qu'est-ce que je dis, moi, après?
Alors moi, je veux dire que le télétravail, en tant que alternance avec du temps en agence, je trouve ça super. Voilà, moi j'ai la chance d'apprécier le télétravail et c'est parce qu'il y a cette alternance de retourner régulièrement en agence pour pouvoir discuter avec les collègues. Et par contre, à chaque fois que je reviens avec les collègues, je suis un peu estomaquée de ne reconnaître personne, puisque nous avons, indépendamment des masques, une quantité de CDD qui arrivent sur nos sites, qui sont super motivés, qui sont adorables, qui font vraiment du boulot, on ne peut que les remercier. Mais, alors, mon agence fait partie des agences Cassaginest, on va faire l'expérimentation. Et moi, je suis vraiment désolée pour ces CDD qui ont une intégration, qui ont... comment dirais-je, une difficulté pour apprendre notre métier, pour être en confiance, pour savoir vers qui se tourner quand ils ont des questions. Je me dis, mais quel... Comment dirais-je ouais, voilà. Dans quel foutoir on les met, comment on peut leur apprendre notre travail en sérénité, puisque notre travail n'est que question, puisque c'est chaque demandeur qui nécessite une réponse appropriée. Ils voient leur tuteur 2 fois par semaine, et encore, quand il n'y a pas les congés et tout ça, et quand ils ne sont pas en formation. Quand ils arrivent sur site, ils n'ont pas forcément un ordinateur. Donc ils sont en train de travailler sur des ordinateurs dits civiques pour aider. Et on leur dit, bientôt, vous allez être en télétravail. Oui, voilà. Donc moi, c'était juste... Enfin, je tenais à dire que nous, on est quand même l'ancienne génération. On sait l'importance du travail du collectif à Pôle emploi. Et moi qui suis une ancienne ANPE, c'était vraiment important de pouvoir échanger pour justement décompresser quand on avait des entretiens difficiles, des choses comme ça, qu'on ne peut plus faire quand on est en télétravail. Aller boire un café avec des collègues et dire à ce qu'on-là, même si on les adore, nos demandeurs d'emploi. Mais il m'a bien sué, voilà. Donc, je m'inquiète, moi, c'est pour cette nouvelle génération de CIP, puisqu'ils sont maintenant avec les diplômes CIP. Voilà, c'est vraiment dramatique ce qu'on leur fait faire, parce que c'est pas du tout confortable. Et même si nous, on essaie de les aider au mieux, on n'est pas sur site et on ne peut pas travailler de loin, quoi. Voilà. Mais tu vois, c'est très bien. Oui, juste, je voulais dire que par rapport à expérimentation ou pas expérimentation sur le télétravail, la problématique qui se pose aussi, c'est la façon dont nos organisations et nos agences de proximité ou autres organisent ce télétravail. Parce que de la façon dont c'est géré, dans une agence ou dans une autre, le sentiment d'équité d'agence de traitement pour les agents n'y est pas. Je vais prendre l'exemple de mon agence. Je ne voulais pas le dire. Il y en a qui le savent. Elle est en Occitanie. Elle est pas très très loin d'ici. Voilà. On s'arrêtera là. Mais concrètement, on nous dit le télétravail, c'est aussi quelque part pour votre bien-être personnel, dans votre organisation personnelle et le lien que vous allez faire entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Et là, on vous dit, eh bien, parce que l'agence, votre ELD, a décidé que vous avez une réunion d'équipe le lundi, vous n'aurez pas le droit d'être en télétravail le lundi. Il est où le sentiment d'équité qui, moi, personnellement, dans mon organisation personnelle, familiale, aurait besoin de mon lundi, parce que j'ai une réunion d'équipe le lundi, je suis privée de télétravail le lundi. Donc, effectivement, là, pour moi, il n'y a pas égalité de traitement. Donc, je rejoindrai mon collègue, je ne me rappelle plus son nom, là, de Condon. Tu étais à Condon avant, il me semble. Non, ou par là-bas, où tu es toujours à Condon, voilà. Moi aussi, je défends farouchement le fait que si l'établissement ne veut pas qu'il y ait de télétravail le jeudi, parce qu'il y a les réunions de service et qu'il faut garder la réunion de service en présentiel, et je suis d'accord avec toi, parce que c'est quand même mieux quand on est sur site et pour échanger et débattre, et ben on n'a qu'à foutre toutes les réunions d'équipe de France et de Navarre le jeudi matin, en alternance, et ça règle la question. Et là, on pourra réellement parler d'égalité de traitement, et il faudra choisir son télétravail entre le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi. Voilà. Pendant qu'Alexandra passe le micro à Manu, puis il y a une intervention a priori Facebook, on redonnera la parole ensuite à Daniel, puisque en fait, je suis le maître du temps, il paraît. Donc il est 15h15, c'est passé très vite là cet après-midi, et donc on permettra derrière d'avoir de nouveau un petit quart d'heure d'échange.
Alors, il y a eu plusieurs interventions, donc je vais les lister là, de Philippe Bariol, un camarade d'Île-de-France, qui précise que alors premier poste, le capitalisme a créé l'usine, entre guillemets l'usine. Hein. L'usine a créé le mouvement social. Le capitalisme supprime l'usine aujourd'hui grâce au numérique, à la robotisation et à Internet. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à... Ensuite, il précise « Je préfère l'exaltation à la résilience ». Dernier point, le télétravail comme mur de séparation au milieu de l'intergénérationnel. Plusieurs points d'interrogation. C'est une question qui se pose. Ensuite, nous avons Bouc Émissaire qui réagit et qui dit « Ah non, désolé Daniel, vous interprétez mes propos. Ma question est comment remettre en cause le lien de subordination si l'on n'est pas capable de se poser la question du bien fondé de l'obligation vaccinale pour certains personnels et donc de s'opposer aux sanctions de suspension. » Et c'est tout. Et donc, merci Bouc Émissaire. Je pense qu'on aura fait le tour du sujet là. Merci. Hein. Alors, pour répondre au Bouc Émissaire, la question qu'il pose, c'est d'attaquer l'obligation de passe sanitaire et de vaccination comme étant un signe de subordination. Attaquons la subordination, parce qu'on ne va pas attaquer chaque fois que la subordination se manifestera par un aspect, on ne va pas attaquer chaque aspect successivement. Attaquons le lien de subordination. Puis après, on verra ce que décident les personnels concernés. À partir du moment où ils échappent à ce lien de subordination, peut-être que collectivement, ils penseront que le pass sanitaire n'est pas une mauvaise chose. Je ne sais pas. Bon. D'accord. C'est pour ça qu'il m'interpelle moi, alors qu'il ne soit pas dans Pôle emploi. Ah bon. Bon. Alors moi, je ne sais pas au point où on en est. Donc il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Écoutez, moi, je crois que j'ai dit pas mal de choses que j'avais l'intention de dire. Je voudrais essayer de vous convaincre aussi que la suppression du lien de subordination peut être une opportunité de réunification syndicale. Voilà. Je pense qu'avec un certain nombre de syndicats... Pardon ? Alors le mythe, si par définition un mythe ne peut pas être un objectif pragmatique, mais non, je pense que voilà, bon, alors que ce ne soit pas la subordination, parce que je vais avoir l'air d'une maniaque, mais je pense il est nécessaire que les organisations syndicales qui ne sont pas si éloignées les unes des autres, que sont la CGT, Solidaire, etc., trouvent des éléments communs pour mener une bataille commune à l'heure actuelle, alors que le patronat est quand même très, même s'il n'est pas unifié, parce que vous avez ceux qui sont partisans des entreprises libérées, de l'auto-entrepreneuriat, de l'humanisation, etc., ils sont quand même tous mus par le même objectif et ils parviennent à couper l'herbe sous le pied régulièrement au mouvement social, au syndicalisme et à rendre la vie, je dirais, asseoir leur emprise de plus en plus sur les salariés. Donc franchement, moi je suis très honorée quand j'ai la possibilité de m'exprimer devant des militants syndicaux, des personnes engagées dans le mouvement syndical. Je pense qu'ils remplissent un rôle absolument fondamental devant l'histoire et que malheureusement ce rôle est de plus en plus difficile en raison de la fragmentation. Alors l'atomisation des salariés c'est une chose, mais la fragmentation de l'action syndicale c'en est une autre aussi très très grave. Voilà, je crois que vous êtes tous porteurs d'expériences tellement riches, d'inventivité tellement, disons, enracinées dans les notions de progrès, d'amélioration, de justice sociale, que vous devriez
pouvoir établir une certaine cohésion entre vous sur un bien commun syndical qui permettrait d'améliorer la condition salariale. Voilà. Ça vous laisse songeur. On peut réagir encore? Oui. L'unité d'action, on va y arriver sur certaines thématiques. Il y a quand même un truc qu'a mis en place la classe dominante, on va dire comme ça, c'est la notion de représentativité. Et je pense que ça nous flingue par rapport à notamment à l'unification. Parce qu'on est perpétuellement en concurrence. En concurrence pour dépasser un certain pourcentage aux élections, pour pouvoir être représentatif, parce que si on est représentatif, on a des moyens, on peut organiser encore ce genre d'événements. Si on n'était pas représentatif, ce serait sacrément compliqué. Si on n'est pas représentatif, on ne peut plus rien négocier, on ne peut plus. Et donc, il y a cette course effrénée au résultat. Et les élections, maintenant, sont passées à 4 ans. Avant, on était sur les 3 ans. Les 4 ans, on est perpétuellement en élection. Et donc, lutter par rapport à tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, on est peuple de gauche. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de la cabine téléphonique, mais c'est ça, quoi. On est... à Pôle emploi, il y a une vingtaine d'organisations syndicales. Il y a un gars de la CGT, il a créé le slip. Le slip, quand même. Enfin, c'est un truc de fou, ça. Dans le Grand Est, une organisation à Pôle emploi qui s'appelle le slip. Donc, il est tout seul, je pense, ou ils sont 2 ou 3, je ne sais pas. J'en sais rien, mais il faut le faire quand même. Mais donc, pour autant, c'est un objectif que l'on retrouve dans tous les grands congrès syndicaux de la CGT. On parle de syndicalisme unifié, rassemblé. Alors, chaque organisation syndicale a son... Voilà, il y a les ressentis. Je pense aussi qu'il y a une chose importante, c'est le débouché politique. Pour nous, organisations syndicales. Parce que on a nos revendications qui sont de plus en plus corporatistes, malheureusement. On a du mal à sortir de notre Pôle emploi, nous à Pôle emploi, mais c'est malheureusement pareil dans beaucoup de secteurs. Hein, il y a ce repli, voilà. Et surtout, on n'a pas le débouché politique. Et ne pas avoir le débouché politique, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Voilà. Et puis, en ce qui me concerne, le débouché politique, quand je regarde un peu le représentant, je suis assez désespéré, oui. Et moins exalté, quoi, là. C'est-à-dire que je milite politiquement, mais c'est compliqué, quoi. Voilà. J'en dis pas plus. Alors, a priori, plus d'intervention. Je regardais quand même, on est bien. Je pense que ce qu'on voulait de cette journée, c'était déjà, effectivement, le vivre en présentiel. Donc, je pense qu'on vient de le vivre. Se donner un temps d'échange, d'écoute, de réflexion. Tout ne s'arrête pas aujourd'hui, hein, bien au contraire. C'était prendre cette notion de recul les uns les autres. Raison aussi pour laquelle, effectivement, cette journée est filmée, sera retravaillée et on repartira de là-dessus dans d'autres moments. Ça va nous demander de la réflexion. Il y a des pistes, en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir, de positionnement des uns des autres, mais aussi collectivement. Donc je pense que ça fait partie des choses qu'il va falloir laisser décanter dans nos têtes de telle manière à ce qu'on arrive à prendre le fameux temps d'avance, puisqu'on a bien compris qu'on était un peu en temps de retard. On va le dire tout simplement comme ça. Je vais repasser le micro à Christelle et... Avant, au nom de tout le monde, Daniel, vous remercier parce que c'est un moment privilégié, réellement, de l'avoir vécu ici. Donc, je me fais le porte-parole de tout le monde. Mais sincèrement, merci d'être venu aussi en présentiel. Je sais que ça vous tenait autant à cœur qu'à nous. Voilà. Donc,
Merci. Merci de votre écoute, de vos commentaires, de vos analyses. Merci de votre écoute, de vos commentaires, de vos analyses. C'était très intéressant. Voilà, bonne continuation. Et j'espère que les choses évolueront dans le bon sens. Christelle? Oui, non, simplement, effectivement, remercier Daniel de nous avoir fait la gentillesse de sa présence. Avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, on va vous recontacter si vous voulez nous faire l'amitié de revenir, peut-être pour animer un stage syndical, un peu plus de travail en profondeur, pour voir justement quelles pourraient être des propositions alternatives qu'on pourrait justement mettre à jour avec vous et avec votre aide. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à chacune et chacun d'entre vous d'être venus aujourd'hui. Et moi, moi j'invite tous les adhérentes et les adhérents du SNU à venir participer à notre assemblée générale parce qu'on reprendra le débat sur le télétravail et l'impact sur le syndicalisme. Et c'est aussi nos échanges à nous collectivement pour faire en sorte de changer aussi notre posture syndicale qui seront du coup préfigurateurs de ce qu'on pourra amener aussi dans les propositions qu'on travaillera dans un futur stage avec Daniel. Oui, alors juste un mot de la fin, simplement pour vous remercier du coup d'être venu aujourd'hui, de la richesse des échanges qui ont fait la réussite de cette journée. Remercier le maire de Castelnaudary qui a eu la gentillesse de nous accueillir ici, les équipes du théâtre et Bastien qui nous a beaucoup aidé à la technique et pour les retransmissions. L'équipe du SNU Occitanie qui a effectivement permis que cette journée se fasse avec une petite dédicace à Henri qui a tenu gentiment le pôle accueil sanitaire ce matin et qui nous a effectivement beaucoup aidé. Voilà. Et on espère vous retrouver à l'Assemblée générale de notre organisation syndicale afin de pouvoir échanger sur ces sujets-là et d'autres et pour pouvoir faire avancer ensemble la cause syndicale. Voilà. Merci beaucoup.